Bienvenue sur Les Achievers, le podcast où on parle vente et business. Ensemble, on va s'inspirer et apprendre des meilleurs. Alors cette saison, je vous propose de partir à la rencontre d'entrepreneurs et de dirigeants commerciaux qui ont lancé ou lancent de nouvelles offres sur le marché. Un mardi sur deux, l'un d'entre eux nous évoquera son parcours, son business model, les stratégies go-to-market mises en place et leur réalité de la vente. Je suis Audrey Pétraud, consultante en développement commercial et je vous souhaite une très bonne écoute. L'idée de Domo, c'est de proposer une solution SaaS. Alors, je pense que tu en as l'habitude, tu as eu quelques personnes qui sont intervenues dans ton podcast. Une solution SaaS donc dans le cloud qui va permettre aux gérants alternatifs d'automatiser, de streamliner toutes leurs opérations. Ça va du front au back. Alors, gérant alternatif, c'est la question que je vais te poser. Gérant alternatif, on va distinguer deux types de gestion financière. On va parler d'un côté de la gestion traditionnelle sur les actifs listés. Donc, c'est des asset managers, des sociétés de gestion qui vont collecter de l'argent auprès d'investisseurs et investir cet argent dans des actifs qui sont cotés en bourse, de type des actions, des obligations, ce genre de choses, qui sont potentiellement accessibles, exactement, qui sont potentiellement accessibles à monsieur et madame tout le monde également, mais avec un niveau de professionnalisation et d'industrialisation évidemment qui est tout autre. Et puis de l'autre côté, ce qu'on appelle la gestion alternative, ou aussi la gestion sur le non coté ou le non listé. Et par définition, la même activité, donc des sociétés de gestion qui vont aller collecter de l'argent, mais qui au lieu d'investir sur des produits cotés en bourse, vont investir dans des sociétés, typiquement private equity, okay. Ou alors ils vont structurer de la dette pour aller financer des projets d'infrastructure, construction, je sais pas, de parcs éoliens, d'autoroutes, d'aéroports. On a également des gens qui font ce qu'on appelle du fonds de fonds. C'est-à-dire que pareil, ils collectent de l'argent auprès d'investisseurs, mais ils se disent, on n'a pas forcément l'expertise pour nous-mêmes aller faire des investissements en direct en private equity. Soit on n'a pas l'expertise, soit on n'a pas le temps, soit on n'a pas les ressources. Par contre, on va aller sélectionner des fonds qui le font eux-mêmes, et donc on va cet argent l'investir dans des fonds. Donc on structure un fonds pour collecter de l'argent qui investit dans un autre fonds, ce qu'on appelle le fonds de fonds. Donc tout ça, ça fait partie de la gamme des investissements alternatifs. Donc ça va couvrir le private equity, la dette privée, l'IMO, l'infrastructure et toutes les activités fonds de fonds. Alors, d'accord, que je comprenne bien aussi. Après, on va revenir à ta présentation et tout. On s'est lancé dedans et ça tombe bien. Moi, ça me permet de bien comprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi c'est critique pour les gérants d'assets alternatifs, d'investissements alternatifs, d'avoir ce suivi et qu'est-ce qui est proposé en général aux gérants de solutions beaucoup plus classiques et beaucoup plus traditionnelles? Alors c'est un bon point parce qu'effectivement, ce qui drive un peu, je dirais, l'évolution technologique côté alternatif vient du listé au départ, donc de la gestion traditionnelle. C'est-à-dire que la gestion traditionnelle, tu vois, la bourse historiquement, à l'époque, tout le monde a dû voir ça dans certains films, notamment je pense à Wall Street, mais le premier, pas le second. On avait des traders qui traitaient à la criée. Donc ils étaient sur le pit. Et tu vois, ils achetaient, ils vendaient avec des papiers, etc. Il y avait des brokers qui étaient entre les deux pour servir d'intermédiaire. Il y avait une espèce de codification du métier qui est, enfin, d'un point de vue poétique, pour moi, qui me suis toujours intéressé à ces éléments-là, assez drôle, assez intéressante historiquement. J'ai travaillé avec des gens qui ont commencé dans ce métier au départ sur le pit floor. Et puis ensuite, avec l'avènement de l'ordinateur, tout ça est devenu de plus en plus électronique. Et donc, on est passé sur des systèmes où c'était finalement, les passages d'ordre ne se faisaient plus à la criée avec des gens, mais se faisaient de manière électronique sur des marchés qui étaient eux-mêmes électroniques. Et c'est comme ça qu'on a finalement donné la terminologie de lister à ce marché, puisque on a commencé à lister les instruments sur des plateformes sur lesquelles, des gens qui le faisaient auparavant à la criée pouvaient investir, acheter tel titre, acheter telle obligation, etc. Et donc, partant de là, si tu veux, la technologie, elle n'a eu de cesse sur le listé d'essayer d'automatiser au maximum et d'accélérer au maximum la vitesse de transaction. Et on en est arrivé jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le high frequency trading. Donc c'est vraiment des trades sur des plateformes dédiées avec des algorithmes très sophistiqués qui vont pouvoir acheter, revendre très rapidement. On parle de l'ordre de la nanoseconde, je crois. Et c'est ce marché-là qui a drivé vraiment la techno
comme moyen d'aller plus vite, de gagner en efficience. L'efficience à la fois côté business, mais aussi côté marché. On parle d'efficience des marchés. Et tu sais que s'il y a des écarts entre des prix d'achat et des prix de revente qui sont trop importants, il peut y avoir des arbitrages. Or, la théorie financière dit que normalement le marché s'équilibre. Et donc, le fait d'accélérer toutes ces transactions devait tendre à améliorer l'efficience du marché aussi. Et sur l'alternatif, par définition, t'as absolument aucun point de comparaison. Ouais. T'as pas d'éléments que tu vois quand tu collectes de l'argent et que t'investis dans une société privée. Cette société, elle est pas cotée en bourse, donc t'as aucune information par définition sur celle-ci. Elle est privée, donc c'est confidentiel. Donc t'as aucun support électronique, même si on va peut-être y venir. Il y a des outils qui se sont développés sur le marché ou des providers de données qui essaient de collecter justement cette donnée auprès d'entités privées pour la structurer et la centraliser dans un outil qui est mis à disposition après des praticiens sur le marché. Mais fondamentalement, la donnée est privée. Et donc, qui dit privé dit process très manuel pour aller chercher cette donnée parce qu'il faut appeler quelqu'un, il faut échanger des emails. De même qu'une fois que tu as récupéré cette donnée sur une société qui t'intéresse potentiellement dans laquelle tu souhaiterais investir, quand tu as récupéré cette donnée et que tu valides l'investissement, derrière, toutes les opérations qui sont liées à cet investissement, et je vais y revenir, ce sont des choses aussi très manuelles, très manualisées, très excelisées côté investissement alternatif, parce qu'encore une fois, c'est des échanges d'emails. J'ai besoin de savoir si toutes les personnes qui sont dans votre société, elles se retrouvent pas dans des listes de sanctions, par exemple, parce que tu vois, il y a des investisseurs russes derrière ou que sais-je ou autre. Et je vais devoir collecter des pièces d'identité, des choses comme ça, les vérifier. Donc c'est vraiment des process très très manualisés. Et du coup, il y a un besoin encore plus accru de technologie pour aller automatiser tout ça. Donc ça va quand tu as, je dirais, quelques dizaines, voire quelques centaines de millions à gérer, parce que dans le monde de l'asset management, ça reste relativement peu. Mais dès que tu commences à avoir beaucoup plus d'assets under management, et donc beaucoup plus d'investissements, beaucoup plus d'investisseurs à gérer et beaucoup plus d'opérations, là, tu as un risque opérationnel qui est extrêmement important si tu continues de le faire à la main. Tu as aussi des éléments d'analyse qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus fastidieux à mettre en place pour pouvoir prendre tes décisions d'investissement. Et donc, la technologie qui est arrivée du monde du listé, elle s'est un petit peu, comme ça, extirpée du listé. Elle a commencé à venir contaminer le monde de l'alternatif. Ok, alors ça c'est pour la présentation de Domos FS. Avant de creuser, d'aller un petit peu plus loin pour comprendre exactement quels sont vos clients, comment vous fonctionnez, comment commercialement ça s'organise, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, mais qui es-tu, Omar ? Moi, donc Omar Serron-Meliani. Donc au sein de Domos, j'occupe la fonction de Head of Sales sur la France, le UK, les Nordics et l'Europe du Sud. Je viens justement du monde du listé au départ, puisque, quelque part, j'ai suivi une formation assez classique, universitaire, école, plutôt orientée ingénierie, mathématiques appliquées à la finance, on va dire. Et puis, au cours de ce parcours, j'ai eu la chance, et on va y revenir, mais sur une accointance comme ça, un petit peu hasardeuse et heureuse, de me retrouver en salle de marché chez BNP Paribas à Londres, donc assez jeune, en césure, où là, j'ai découvert vraiment le monde et des différents métiers de la finance de marché. Donc moi, j'étais sur un desk de dérivés exotiques de taux. Donc on faisait des choses assez complexes et j'étais assistant trader sur ce desk-là. Et donc j'ai compris comment s'articulaient un petit peu les métiers de la banque d'investissement entre c'est-à-dire le trader, le sales, le structureur, les gens qui travaillent à l'origination, ensuite tout le middle office, le back office, enfin voilà, tous ces métiers qui permettent de faire vivre finalement une salle de marché qui a vocation, dans le modèle français, on a la banque de détail qui est adossée à la banque d'investissement et la banque d'investissement a vocation à investir une partie des fonds propres de la banque et puis d'autres fonds sur des instruments listés comme ceux que j'évoquais, donc equity, bonds, et puis après des dérivés plus complexes. Donc j'ai commencé là-dessus, et après, si tu veux, à la fin de mes études, naturellement, en fait, pendant cette césure, j'ai vu deux choses. J'ai fait des dérivés exotiques de taux, et j'ai fait aussi des comos. Donc quoi des comos ? Donc des commodities, donc des matières premières. Donc j'ai vu la partie trading sur les dérivés exotiques de taux, et j'ai fait de la structuration sur les matières premières. Et donc en fait, j'allais dire la poursuite logique, j'ai aimé le trading,
J'ai beaucoup aimé les matières premières et donc je me suis lancé dans le trading de matières premières. Et donc finalement, j'ai atterri après mes études dans un hedge fund, qui est une particularité plutôt anglo-saxonne, on n'en a pas trop en France. C'est-à-dire un fonds spéculatif qui investissait sur des instruments dérivés de matières premières. C'était un peu le dream job, pour être honnête. Tu vois, j'arrivais dans quelque chose où toute cette activité-là avait le vent en poupe. Comme je te le disais, j'aimais le trading, j'aimais les matières premières, je me retrouvais à faire ça. On était dans une structure relativement petite. On appartenait à un groupe. La boîte s'appelait Mitsui et on appartenait à un gros conglomérat japonais. On appelle ça au Japon des zaibatsu. Pour l'anecdote. Donc c'est des gros conglomérats qui sont assez diversifiés, qui peuvent avoir une partie finance, une partie industrielle, etc. Et moi j'arrivais dans ce monde-là et on était une petite équipe à Londres et tout de suite j'étais sur le desk de trading, donc des responsabilités importantes avec en plus le côté historique des Japonais. Comme c'était une boîte japonaise, il y avait beaucoup de respect vis-à-vis même des juniors qui arrivaient sur le desk parce que on était un petit peu l'équipe qui drivait les revenus de la boîte. Et donc ça, c'était super intéressant, mais la crise de 2008-2009 est passée par là. Par là. Donc après, j'ai été licencié comme beaucoup de monde à cette époque en tant que junior. On a commencé par les plus jeunes. Et puis, donc je me suis retrouvé dans une situation où le marché était assez resserré. Moi, j'étais au UK. Revenir en France, c'était une option, sachant que je coûtais peut-être un peu cher pour le marché français. Et en fait, c'est là où je suis tombé sur Sophis, qui était donc la première fintech fondée par notre fondateur actuel chez Domos, au milieu des années 80 donc. Je suis tombé sur Sophis, donc qui était un éditeur de logiciels, c'était pas forcément mon métier. Mais chez Sophis, ce qui m'a intéressé, c'est que d'une part, ils faisaient des choses assez complexes. Moi, je sortais des dérivés exotiques de taux, je sortais du trading de Como, donc j'avais cette appétence pour les maths, pour les choses un peu complexes. Et en même temps, voilà, le recrutement chez Sophis, c'était si tu vois, c'était Polytech, c'était Central, donc je me suis dit tiens, c'est peut-être pas mal quand même d'aller se frotter à ces bonhommes-là, il y a forcément des choses à apprendre. Puis je me disais que c'était un moyen de rebondir parce que finalement les clients de Sophis, c'était des gens chez qui moi je travaillais et donc je me suis dit que ça aurait été un tremplin pour retourner côté business. Et je suis reparti chez Sophis à Londres. Et à Londres, en fait, tu te prends assez rapidement au jeu. C'est-à-dire que Sophis on était en cours d'intégration par un gros éditeur anglais. Donc Sophis était en cours de rachat par MySys, qui est un gros éditeur anglais. Mais on jouissait encore d'une certaine autonomie au sein de la structure MySys en Angleterre. On était une petite équipe Sophis où finalement on faisait un peu de tout. Donc il y avait vraiment, comme je le disais, des gens très compétents autour de moi. Et on faisait un peu tout, du sourcing des clients jusqu'au support post-implémentation, en passant par le pre-sales et l'implémentation de la solution. Donc dans cette dynamique-là, j'ai fait un peu de tout là-bas. Et si tu veux, voilà, je me suis pris au jeu. Et alors, j'ai eu des opportunités de passer côté client, parce que du coup, comme je suis arrivé avec une compétence matières premières, et que Sophis n'avait pas forcément développé beaucoup de choses sur les matières premières, j'ai contribué au développement, on va dire, de certaines fonctionnalités et de certains éléments sur la partie matières premières. Et donc, j'ai été en contact avec des hedge funds Como, dans lesquels j'avais été moi, ou des asset managers. Et donc, j'ai eu quelques touches, et puis, ça s'est jamais fait pour différentes raisons. Et la raison principale étant que finalement, voilà, je me suis plu dans ce rôle-là. J'ai commencé à comprendre aussi comment ça marchait un éditeur. Pareil, de la même manière que j'avais vu un petit peu tout le process en banque d'investissement, j'ai commencé à voir tout le process côté éditeur. Tu vois, de la conception, du product management, de la roadmap jusqu'au développement et jusqu'à la mise en place de la fonctionnalité, son test, sa présentation au client, etc. Et il y a un côté qui est hyper intéressant de partir d'une picture assez théorique, assez conceptuelle, quand tu parles avec quelqu'un du métier qui te dit voilà ce que je fais, voilà comment je le fais, d'en extraire un besoin, ce besoin de le conceptualiser en un produit, de livrer, de coder de ce produit, de le livrer, et puis ensuite de le mettre en œuvre et que ça réponde aux besoins et aux exigences initiales. Il y a quelque chose de je trouve intellectuellement très puissant. Et donc voilà, je suis resté chez Sophis. Après, j'ai basculé en France, j'ai occupé différentes fonctions. Et puis Sophis, qui appartenait à MySys, a fusionné avec une entité canadienne qui s'appelait D&H pour donner naissance à un géant du marché qui s'appelle aujourd'hui Finastra. Plus de 10 000... Plus besoin de présenter. Voilà. Et après, ma foi, j'ai quitté Finastra.
Et j'ai évolué chez différents éditeurs. Au travers de toutes ces boîtes, c'était plutôt des rôles à chaque fois commerciaux, soit de chasse pure, soit de chasse et de jardinage et de farming, on va dire. Souvent les deux quand même, la réalité c'est que c'était ça. Et donc j'ai recroisé au hasard d'un salon Arnaud Vinciguerra et les équipes de Domos qui m'ont dit qu'est-ce que tu fais ? Écoute, je suis chez Clearwater Analytics. Ce qui était sympa chez Clearwater Analytics, on pourra peut-être y revenir sur pour moi les meilleures boîtes dans lesquelles évoluer en tant que sales, c'est que c'était une boîte américaine, donc avec des gros moyens, mais qui lançait son activité en France et en Europe notamment. Donc on avait à la fois les avantages des moyens de la grosse boîte et en même temps la flexibilité de la petite structure française où on nous avait quand même donné pas mal d'autonomie pour lancer l'activité. On a ouvert le bureau, tu vois, on a recruté, on a lancé le marketing autour des produits Clearwater Analytics en France. Et donc, il y avait vraiment ce côté, tu vois, j'ai les moyens de la grosse boîte sans avoir toutes les contraintes et j'ai aussi la flexibilité, l'agilité de la petite boîte. Donc, c'était super intéressant. Après, on avait une carotte qui était que la volonté du management, c'était de rentrer en bourse. On avait un horizon de 18 mois à peu près. En fait, ça s'est fait beaucoup plus rapidement que prévu. Donc, c'était bien pour nous, je vais pas d'un point de vue financier notamment, etc. Mais derrière, quand on est passé public, on est rentré assez rapidement. Quand t'es public, t'as un rapport au reporting qui est un petit peu, il faut que tu précises que passer public, c'est rentrer en bourse. Rentrer en bourse, parce être coté en bourse. Ouais. On était une société privée, et quand t'es coté en bourse, forcément, t'as des exigences en termes de reporting, puisque là, t'es une entreprise publique, tes investisseurs, tes actionnaires sont potentiellement des petits actionnaires, et donc il y a un besoin de reporting qui est assez important, qui nécessite de mettre en place des procédures, de contrôler des choses et de faire ça à la fréquence beaucoup plus régulière que quand tu es une société privée où tu fais un peu ce que tu veux, puisque par définition, c'est ta société, tu reportes à ton board, à ton COMEX éventuellement, mais à ton board surtout. Et et cette dimension reporting, moi, je m'étais extrait justement de Finastra parce que je trouvais qu'on était rentré dans quelque chose qui était trop gros, avec beaucoup de latence, beaucoup moins d'agilité. Ouais, et très lourd coup à gérer. Très lourd à faire bouger. Quand tu as des initiatives sales ou des initiatives produits, ça prend beaucoup de temps et ça m'intéressait moins. Et donc me retrouver de nouveau là-dedans, ça fait que quand j'ai rencontré les camarades de Domos, ça m'a donné envie de partir sur une aventure où là aussi pour le coup, Domos, quand je les ai rejoints, il faut savoir qu'ils avaient déjà 7-8 ans d'expérience, plus les 35 ans d'expérience de notre fondateur, évidemment, qui avait des anciens collègues de Sophis qui étaient dans les rangs de Domos. Donc tout ça, évidemment, a joué en faveur. Ce qui était intéressant, c'était d'avoir quand même déjà une ancienneté, donc un nom sur le marché, notamment à Luxembourg, puisqu'on a commencé là-bas. Donc de pas partir de zéro, mais d'avoir quand même déjà une petite réputation sur laquelle tu peux faire levier. Et donc quelques moyens, des clients qui peuvent te servir de référence. Et donc il y avait ce côté-là où j'ai quand même des bases que je vais pouvoir utiliser pour développer l'activité sur la France notamment et les pays nordiques. On venait de signer quand je suis arrivé un partenariat avec un gros éditeur de la place qui s'appelle SimCorp, qui fait pratiquement 1,5 milliard de chiffre d'affaires, 400 millions, et qui est un éditeur danois à l'origine, donc qui est très très implanté sur les pays nordiques. Donc j'arrivais avec des moyens et en même temps beaucoup de choses à faire sur les marchés qui m'étaient attribués. On comprend bien ton parcours et on comprend que tu as tout ce background en fait dans la finance mais également dans la tech. Pour en revenir à ce que fait Domos à l'heure actuelle, aujourd'hui, qui sont vos clients principaux, la typologie de clients que vous avez ? Il y a, on va dire, 3-4 typologies principales. Le cœur de métier, c'est ce qu'on appelle les GPs, donc les General Partners. Ce sont ces sociétés de gestion qui ne font que de l'investissement alternatif. Donc, soit du private equity, soit de la dette, de l'infra, on en a parlé, soit toutes ces classes d'actifs, ou quelques-unes de ces classes d'actifs en même temps. Il y a des fonds qui ne font que du PE, il y a des fonds qui ne font que de la dette, il y a des fonds qui font un peu des deux. Donc ce sont les pure players, on va dire vraiment de l'alternatif. Ensuite, on a également ce qu'on appelle les AIFM, Alternative Investment Fund Manager, qui sont à peu de choses près un peu la même chose que les GPs, sauf que c'est l'AIFM, c'est plutôt une spécificité luxembourgeoise, puisque c'est une entité qui va opérer les investissements sur l'alternatif, faire leur administration, etc., mais pour le compte de donneurs d'ordre, qui sont des donneurs d'ordre tiers. Le GP,
il a son équipe de gestion, il prend ses décisions de gestion et ensuite il gère les opérations liées à ses investissements et à ses investisseurs. L'AIFM, typiquement, il va permettre, et je pense que c'était un petit peu la vocation originelle, à des investisseurs, des sociétés de gestion américaines par exemple, qui veulent distribuer leurs fonds en Europe. Et là, il y a deux options qui s'offrent à eux. Soit ils ouvrent une structure locale, parce que le règlement... Pour travailler en direct, Exactement. soit ils passent par un intermédiaire. Soit ils passent par un intermédiaire, qui est cet AIFM, qui en fait va leur dire je structure vos fonds de manière juridique, et je structure vos fonds aussi d'un point de vue administratif, j'opère toutes les opérations liées à vos fonds et aux investissements et aux investisseurs que vous avez, voilà. Mais en même temps le donneur d'ordre ça reste la société originelle américaine ou autre. Et puis ce modèle-là s'est développé avec maintenant des passeports européens qui sont conférés aux fonds, qui permettent à ces fonds d'être distribués plus largement dans toute l'Europe. Donc du prisme originel vraiment de l'idée d'aller permettre à des fonds étrangers de se distribuer en Europe, on est passé à un cas d'usage qui est beaucoup plus large aujourd'hui. On est intermédiaire. Voilà. Donc ça c'est on va dire les AIFM. Et puis ensuite on a ce qu'on appelle des fund administrators. Donc pour le coup ce sont des administrateurs de fonds externes qui vont opérer un certain nombre de contrôles sur les fonds qui sont gérés par des GPs. Typiquement en France, c'est des entités comme KCIS, BNP, enfin BP2S, SG2S aussi, Société Générale Security Services. Donc, ce sont des entités souvent issues de groupes bancaires qui vont fournir des services d'administration de fonds, donc des services typiquement de tenue de registre investisseurs, de tenue de registre potentiellement d'actifs, de compta des fonds, parce que en fait, il y a des GPs qui vont internaliser toutes ces fonctions, qui vont avoir la ressource, faire eux-mêmes, qui vont avoir les ressources, les équipes, les moyens, et d'autres qui l'ont pas. Donc on leur dit concentrez-vous sur votre cœur de métier, et pour l'administration des fonds, tout ce qui est lié à la compliance aussi, etc. Vous l'outsourcez, vous l'externalisez à des entités de type fund administrator. Et les fund admin, en fait, ils peuvent utiliser notre solution en marque blanche pour automatiser leur process à eux en interne pour servir leurs clients GPs ou AIFM. C'est un petit peu l'idée. Donc, GPs, AIFM, Fund Admin. Et puis, l'investissement alternatif a le vent en poupe. Il y a une démocratisation de l'alternatif. Et donc, on a de plus en plus de sociétés de gestion qui faisaient de l'asset management traditionnel sur les instruments listés qu'on a évoqués, qui se lancent sur l'alternatif. Et quand ils se lancent sur l'alternatif et qui structurent leurs propres fonds, ils ont besoin d'un outil. Ils ont besoin d'un outil comme le nôtre. D'accord. Voilà. Mais alors aujourd'hui, ta clientèle ou ton marché adressable, tu l'estimes à combien de boîtes? Vous connaissez tout le monde. Je crois que de mémoire, tu as déjà pas loin de 1800 sociétés de gestion agréées en France par l'AMF, il me semble. Dans ces 1800, toutes ne correspondent pas à notre cible, mais on doit en avoir en bas mot 700 ou 800 qui sur la France uniquement, qui peuvent rentrer dans la typologie des clients que je viens de décrire. Après, sur ces 700-800, on va se concentrer, je dirais, sur la moitié, tu vois, déjà. Parce qu'après, il y a quand même aussi une histoire de taille. Oui, j'imagine. En termes d'encours, en termes de taille d'équipe, pour pouvoir utiliser une solution comme la nôtre. Il faut un budget, puis il faut aussi quelques ETP pour pouvoir utiliser la solution. Donc, sur l'ensemble des sociétés de gestion et notamment des sociétés qui font de l'alternatif, en tout ou partie, eh bien il y en a qui sont toutes petites, qui n'ont pas énormément d'encours, donc qui n'ont pas énormément d'investissement non plus à gérer, donc quelque part pour eux prendre, si tu veux, un canon pour tuer une mouche, mais par contre dans leur perspective de croissance, et là j'incite s'il y a certains prospects ou certains praticiens sur le marché qui sont pas encore équipés, qui écoutent ce podcast, il faut le maître mot, mais les gens le savent, c'est d'anticiper, c'est de pas attendre d'être au pied du mur en termes de croissance pour essayer de s'équiper, parce que là, ça devient compliqué. Alors, justement, si tu peux me le partager, à partir de quel niveau d'encours Domos vous adressez les sociétés? Je dirais que à partir de 300, 400, 500 millions d'euros d'AUM, tu as une taille, je pense, suffisamment critique en termes de budget et normalement en termes d'effectifs pour pouvoir utiliser une solution comme la nôtre et surtout pour pouvoir en retirer vraiment de la valeur. Parce que quand tu as 500 millions d'AUM, en général, tu vas avoir quand même un certain nombre d'investisseurs qui peuvent être des investisseurs institutionnels, mais qui peuvent être, et ça participe aussi de la démocratisation de l'alternative que je mentionnais, l'alternative s'oriente de plus en plus vers le retail. Donc vers toi, vers moi, vers monsieur et madame Michu. Aujourd'hui, vous rémunérez comment? Nous, la solution Domos, elle est proposée comme la plupart des solutions SaaS du marché sur un abonnement annuel. Ça a l'air d'être quand même assez technique, assez dense. T'es passionné de finance, toi?
Alors oui, et surtout de quelque part d'alternatifs maintenant que j'ai découvert ça, parce que à l'origine, donc quand j'ai commencé sur les marchés financiers, côté dérivés exotiques de taux, ce que j'aimais c'était la technique, et en même temps ce que j'aimais moins c'était que tu avais un petit peu de distance par rapport à la réalité. Tu vois, parce que quand tu gères des investissements de plusieurs milliards sur des obligations ou sur, je sais pas, des produits très structurés et très exotiques sur des taux d'intérêt, il y a une dimension mathématique, il y a une dimension technique, mais t'es un peu moins rattaché à la réalité. C'est ce que j'aimais par contre côté matière première. La matière première, même si tu traites des instruments financiers liés à la matière première et pas la matière première en direct, parce qu'il y a des traders de matière première physique, t'as quand même un rattachement à la réalité parce que quelque part sur certaines de tes transactions, parfois, tu vois, ça passe pas parce qu'il y a un truc qui est bloqué au Exactement. port, parce qu'il y a Exactement, telle nouvelle tout à fait. réglementation. Donc parfois, j'avais des capitaines de navires qui m'appelaient parce que j'étais le référent sur, par exemple, la ligne de crédit qui était structurée pour financer tel trade. Et donc j'avais des bonhommes, moi j'avais 25 ans, qui m'appelaient, et qui me disaient, tu vois, je suis en Côte d'Ivoire, je suis bloqué, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'avais ce rattachement à la réalité qui était assez intéressant. Donc, on est face à des sociétés de gestion qui collectent de l'argent, mais pour aider des startups, des TPE, des PME. Donc, ce qui fait vraiment le tissu économique français, parce que voilà, les gens le répètent, mais on a tendance à l'oublier quand même. C'est pas les entreprises du CAC 40 qui emploient le plus de gens en France, etc. Ouais. Voilà. Et je trouve que du coup, ce rattachement à la réalité, il est hyper intéressant côté alternatif. Voilà, des sociétés de gestion qui vont vraiment au niveau des équipes de gestion, plutôt que d'aller, tu vois, travailler des modèles uniques. Alors bien sûr, il y a une dimension quand même de valorisation, de modélisation, etc. Mais plutôt que de faire ça toute la journée, vont se déplacer, vont aller voir des gens sur le terrain, des conseils d'administration pour sentir la chose. Parce que parfois, quand tu étudies une opportunité d'investissement sur du private equity, bah tu reçois, tu vois, des documents comptables, tu regardes un EBITDA, tu regardes que des chiffres en fait. Donc ça te donne une idée évidemment, mais rien ne vaut le terrain d'aller voir, de sentir les choses. Est-ce qu'il y a une dynamique? Est-ce qu'il y a une énergie qui se dégage des équipes, tu vois? Alors, on a bien compris le business de Domos FS. Est-ce que tu peux m'expliquer ta réalité d'un point de vue commercial? Comment s'organise, par exemple, une journée type chez Domos et quelle est également l'organisation commerciale que tu as mis en place? Est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu as des gens qui travaillent avec toi? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? L'équipe sales, elle est structurée avec donc elle est en connexion avec l'équipe marketing, on va dire, où on a à la fois donc des gens un peu plus juniors qui vont faire plutôt de la prospection, et peut-être on reviendra sur les méthodes de vente, mais donc la prospection vraiment au sens, je dirais, un peu plus quantitatif du terme. Donc c'est du cold call, de l'emailing, ok. Et ensuite on a des sales qui vont couvrir des régions. Les personnes gèrent à la fois de l'implémentation et du support pour ne pas avoir des perditions de connaissances. Au niveau des équipes sales, on fait à la fois du hunting et du farming. Donc vraiment de la chasse et de la gestion de compte. T'as ouvert un client, c'est toi qui le gères. Voilà, c'est toi qui le gères derrière. Alors après, tu peux déléguer un certain nombre de choses aux juniors dans l'équipe, qui permet aussi de les faire monter en compétences, parce qu'ils commencent sur la prospection, après ils font un peu plus d'account management, et puis après ils prennent des fonctions soit de management ou soit de pure chasse. Mais ça permet, voilà, je trouve, de garder des liens, parce que tu vois, dans des grosses structures, là aussi, tu as souvent un sales qui est là pendant le process d'avant-vente et de vente, et puis une fois que c'est signé, il disparaît. Et souvent, à juste titre, il y a des clients qui le prennent un petit peu mal. Et effectivement, c'est important. Ce qui nous fait vivre, c'est les clients. Donc, c'est important de rester aussi à leur contact, d'entretenir la relation, de comprendre comment leur business évolue. Parce que Domos, tu vois, c'est un outil opérationnel qui est au cœur des opérations de la société de gestion. Donc, c'est vraiment le backbone pour un gérant alternatif. Du coup, quand je vends la solution, je vends pas un produit. Je vends pas simplement une boîte à outils. Je vends un partenariat. Et ça, c'est réel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut équiper des tout petits sur une toute petite partie fonctionnelle comme des très très gros. Et le tout petit, lui, ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui lui fournit une technologie, mais qui lui fournit aussi, qui lui partage un peu les standards de marché en termes de best practice, et qui va l'accompagner dans sa croissance. Bien sûr. Voilà. Et donc, à mesure que ces process vont évoluer, vont devenir plus sophistiqués, bah, peut-être l'assister, l'aider, lui dire, bah, voilà ce que j'ai vu moi chez d'autres clients qui ont maintenant la taille que vous escomptez avoir. Et c'est ça qu'il attend. Donc, c'est vraiment un partenariat dans le temps. Donc, si t'es là, juste, je dirais, dans la phase d'avant-vente et à la signature et que tu disparais, c'est un peu dommage.
Donc voilà, des équipes sales et des équipes marketing qui font à la fois, qui vont faire de la communication marketing sur la société, qui vont travailler aussi au niveau prospection pour faire des campagnes un peu dédiées marketing, et qui vont aussi travailler sur ce qu'on appelle du product marketing, c'est-à-dire du marketing qui a vocation à montrer l'expertise de Domos, soit sur des thématiques métiers, soit sur des thématiques tech, etc. Selon toi, quelles sont les qualités qu'un commercial doit avoir pour travailler chez Domos et surtout réussir chez Domos? Pour moi, les meilleurs vendeurs de la place sont ceux qui connaissent à la fois le métier, côté client en fait, côté business, et qui connaissent le métier côté éditeur. Et quand je dis le métier, c'est pas simplement le métier de sales. C'est-à-dire que t'es jamais meilleur que quand tu sais exactement comment fonctionnent toutes les strates de ton produit et comment travaillent toutes les équipes chez toi. Et donc, tu vois, quand t'es passé, moi, je te le disais, chez Sophis, quand j'ai commencé, j'ai fait du support, j'ai fait de l'implème, j'ai fait du pre-sales, j'ai fait de l'account management. Et donc, voilà, j'ai cette vision des difficultés des uns et des autres au sein même de ma maison. Donc ça, c'est important parce que c'est évidemment dans une structure comme la nôtre, en mode scale-up, on n'est plus une start-up, mais on est encore petit en termes d'effectifs, même si voilà, la polyvalence chez nous fait qu'on fait énormément de choses. Le fait d'être petit fait que, évidemment, les deals, c'est jamais moi tout seul qui les signe. Et vraiment, c'est un travail extrêmement collectif. Et donc, comprendre les problématiques des uns et des autres, ça nous permet d'être meilleurs quand on aborde une opportunité. Donc ça c'est le premier point. Et en plus, si tu as la casquette où tu as été côté métier à un moment donné, ou pour X raison, tu as eu une expérience qui t'a même permis de comprendre le métier des gens à qui tu vends ton produit, ça c'est encore mieux. Après, en termes de méthodologie de travail, bon, il y en a plein. J'ai écouté certains des podcasts Achievers où j'ai entendu beaucoup de méthodologies. On a parlé de Médic à un moment donné. On a le fameux Bent qui est classique. On a aussi je crois qu'il y a du Spin, il y a du NEAT. Il y a plein de méthodologies de vente. Pour moi, elles veulent toutes un peu dire la même chose. Je suis assez d'accord avec toi. On se retrouve. Pour moi, il y a plusieurs piliers. Les deux premiers, c'est qu'il faut bien comprendre ton marché. Ça, c'est extrêmement important. Quel est ton territoire? À qui tu t'adresses? Quel personnage parmi les entités que tu veux adresser? Tu vois, puisqu'évidemment, tu t'adresses pas de la même manière à un CEO, à un CFO ou un CTO. Donc ça, c'est comprendre ton marché vraiment et comprendre et connaître les personnes à qui tu t'adresses, c'est fondamental. Ensuite, il faut comprendre ton produit. Donc, tes équipes, comment elles fonctionnent, mais ton produit en tant que tel aussi, évidemment. T'es jamais meilleur que quand tu connais vraiment ton produit, parce qu'il y a rien de pire pour moi qu'un sales qui s'en remet à chaque fois, tu sais, à ses experts quand on lui pose une question métier ou une question, est-ce que vous seriez en capacité de faire ça? Après, parfois, t'as pas le choix. Parfois, c'est tellement technique ce que tu vends que tu peux pas. Tout à fait. T'as un niveau. Voilà. Mais il faut avoir un vernis quand même pour être capable. Alors, je dis pas d'enfumer le client en lui racontant n'importe quoi, mais d'être capable quand même de comprendre jusqu'à un certain niveau voilà ce que tu vends. Et évidemment, derrière, tu rentres dans une dimension technique où quand on me demande pourquoi on utilise tel langage de programmation plutôt que tel autre, ça relève pas de ma compétence et je le sais bien. Mais comprendre ton marché, comprendre ton produit. Et ensuite, il faut comprendre ce que tu vends. Mais du coup, là, c'est pas comprendre ce que tu vends en termes de produit, c'est comprendre quelle est la valeur que tu vends et à qui. Quelle est la proposition de valeur? Donc, tu vois, typiquement, encore une fois, la proposition de valeur pour un CFO, c'est pas la même que pour un CEO, c'est pas la même que pour un CTO, c'est pas la même que pour un gérant. Donc, si tu comprends bien ton marché, tu comprends bien ton produit, tu connais bien ton fonctionnement et tes équipes, tu connais tes forces et tes faiblesses, et bien derrière, tu es capable d'articuler une proposition de valeur qui est en adéquation avec les besoins de ton interlocuteur. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers. Ensuite, par-dessus ça, oui, les méthodologies, elles sont importantes parce qu'il y a un côté systématique de la vente. Qu'on le veuille ou non, quand on a ces trois piliers, au-dessus, il y a le côté prospection, quantitative et qualitative, c'est-à-dire que tu as la prospection quantitative qu'on a déjà évoquée au sens campagne, call calling, etc. Et là, pour le coup, c'est fastidieux, mais ça marche. C'est un peu le côté mercurochrome, le pansement des héros. Tu te souviens de cette pub qui te matraquait le truc. Alors, il faut évidemment ne pas, parce que tout le monde est extrêmement sollicité dans cette industrie. Ils reçoivent 40-50 mails par jour. Et donc, ils peuvent passer très rapidement à côté de ton truc où tu peux vite les saouler, très honnêtement. Mais
force est de constater que malgré tout, moi, je compte plus le nombre de fois où je revois quelqu'un qui a jamais répondu à nos campagnes, mais quand je le retrouve sur un salon, je lui parle et puis ça fait tilt. Il se dit ah oui, Domos, ah oui, mais je crois que vous m'avez envoyé plein de mails et tout machin. Bon, je vous avoue que j'ai jamais vraiment regardé, mais dites-moi en plus. Voilà. Et du coup, ça permet quand même, tu vois, de reconnecter les strings, les fils, et du coup, c'est important, c'est parce que ça installe un nom, une réputation. On va commencer à arriver à la fin du podcast. Quel message tu voudrais passer, toi, à l'audience des Achievers? Ne vous fermez pas de porte vous-même. D'accord. Bon, déjà, il y a suffisamment de portes qui sont fermées. Fermées toutes seules. Voilà. C'est vraiment le hasard des rencontres. Puisez dans les rencontres que vous faites, dans les expériences que vous avez, parce que les qualités du sales, in fine, et parfois même dans les boîtes américaines, tu sais, t'as le sales, t'as le pre-sales, t'as le sales, et t'as le closer, qui est vraiment le gars qui est là pour closer. Et parfois, les qualités de ce bonhomme-là, elles sont pas forcément techniques, c'est des qualités humaines, etc. Et moi, je vois beaucoup de gens qui ont des qualités humaines absolument incroyables, qui feraient de super vendeurs, voire de super managers. Et pour autant, ils se ferment des portes parce qu'ils pensent ne pas avoir les bons diplômes, parce qu'ils ne pensent pas cocher les bonnes cases, etc. Donc, allez-y, parlez à des gens différents, de différents horizons. Et on sait jamais où la vie peut nous mener. Merci beaucoup Omar pour cette conclusion. Merci pour ton parcours, merci d'être venu sur les Achievers. Je te dis à très vite, j'espère. Merci à toi et bonne continuation, et merci pour cette initiative que, encore une fois, je valorise et que je trouve très intéressante et qui, je l'espère, sera intéressante pour vous. Merci d'être arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, le partager à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Plus vous nous donnerez de la force et plus on pourra faire de belles choses. À très vite pour un prochain épisode.